Bienvenue dans le SEO Show, le podcast qui parle sérieusement de SEO et d'IA sans trop se prendre au sérieux. Nous, c'est Kate et Marie-Lou. Ici, nous décryptons le SEO d'aujourd'hui sans filtre et sans langue de bois. T'es prêt ? Alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends une minute pour me présenter. Moi, c'est Marie-Lou Rudel, cofondatrice et experte SEO chez Flair Agency. Flair Agency, c'est l'agence SEO la plus proche de vous et la plus proche de ses clients. Nous proposons un accompagnement ultra personnalisé sur toutes les plateformes, des LLM jusqu'à Pinterest. Et dans ce podcast, justement, on te partage notre vision du SEO, nos retours terrain et ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn à travers la page Flair Agency ou encore sur mon profil personnel Marie-Lou Rudel. Et aujourd'hui, on s'attaque à un vaste sujet, un sujet qui fait frémir plus d'un SEO, c'est le SEO international. Et oui, c'est un sujet un petit peu complexe parce qu'il va mêler à la fois des enjeux techniques, mais aussi des enjeux éditoriaux. Donc on va décrypter tout ça ensemble aujourd'hui. Tu verras, j'ai pas mal de concepts clés à débriefer avec toi. Et surtout, je vais te donner une liste d'erreurs à absolument éviter si tu veux ne pas foirer, ton SEO international. Donc, tu l'auras compris, c'est dans le titre, mais le SEO international, c'est en gros faire en sorte que ton site soit visible sur plusieurs pays et surtout ne pas embrouiller Google avec les versions multiples de ton site. Et il y a quelque chose par lequel je veux absolument commencer cet épisode, c'est le mythe de la traduction. En gros, l'erreur numéro 1 que je vois sur les stratégies de SEO international, c'est de croire qu'un outil de traduction suffit. Bah oui, finalement, j'ai un site en français, j'ai besoin qu'il soit disponible en anglais et en espagnol parce que j'ai des marchés sur ces pays-là, sur ces langues-là. Donc, je vais me contenter de tout traduire et puis basta. Eh bien non, ça ne suffit pas et souvent, c'est une mauvaise approche sémantique. Oui, je m'explique. Pourquoi je parle de sémantique ? Parce que c'est un des piliers du SEO. Et le but du SEO, c'est quand même d'être visible sur les mots-clés qui sont tapés par les internautes. Donc d'être visible dans les pages de résultats Google. Et parfois, la traduction, même la meilleure qui soit, ne suffit pas parce qu'il y a certaines subtilités et le mot traduit n'est pas forcément le mot-clé que va taper ton prospect dans sa barre de recherche, tout simplement. Et surtout, il faut bien distinguer le SEO multilingue, donc qui va proposer plusieurs langues finalement, du SEO multirégional, dont le but est d'adapter ton contenu à des zones géographiques spécifiques, à des pays spécifiques ou même des zones. Tu verras, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais déjà, point important du coup, pour aller au-delà de la simple, entre guillemets, traduction de ton site, l'idée, c'est de faire une étude de mots-clés ciblée. Donc, par étude de mots-clés, j'entends, ou je l'appelle aussi analyse sémantique. Donc, c'est vraiment identifier tous les mots-clés qui sont tapés dans la langue de ton choix par les internautes. Et pour ça, tu vas devoir utiliser des outils de recherche de mots-clés. C'est pas juste de la traduction, tu vois. Il faut vraiment faire une étude de mots-clés ciblés. Je vais te donner un exemple très parlant qui marche à chaque fois. C'est que par exemple, un mot-clé performant en France peut être un échec ailleurs. Par exemple, en anglais, si on prend le mot chips, parce que tu vends des chips, voilà, j'ai faim peut-être, je ne sais pas. Si tu prends le mot-clé chips et que tu t'adresses à une cible qui est aux États-Unis, tu vas utiliser le mot-clé chips. A contrario, si tu cibles plutôt les UK, le Royaume-Uni, tu vas avoir tendance à utiliser le mot-clé crisps. Je ne sais pas le dire, c'est hyper difficile à dire, crisps, parce que les Anglais au Royaume-Uni n'utilisent pas le terme chips pour parler des chips, pour manger et pour acheter des chips. Donc tu vois, une traduction ne suffit pas toujours, il faut vraiment faire une étude de mots-clés localisée et ciblée de façon spécifique un pays et ses habitudes. Même si on a la même langue, il y a des petites subtilités
qui nous dépassent parfois. Pareil avec le français, qu'on soit en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, etc. On ne va pas forcément utiliser tout le temps les mêmes termes. Donc, je te jure, ça te fera gagner du temps au final. Et surtout, ça fera décoller tes performances. Fais bien une étude de mots-clés ciblés par pays / par langue pour adapter ta stratégie SEO internationale. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'introduction sur le côté éditorial du SEO. Mais effectivement, il y a un autre gros morceau dans le SEO international, c'est la technique. Je m'explique tout de suite. En fait, il y a 3 stratégies principales qui vont s'affronter et chacune de ces stratégies ont leurs forces ou leurs faiblesses. C'est un audio, donc je ne peux pas te faire de schéma ou te partager une image comme j'ai l'habitude de faire sur LinkedIn ou sur les live Twitch. Mais je vais essayer d'être la plus synthétique et la plus visuelle possible. En gros, quand tu vas choisir ton environnement technique pour ta stratégie SEO internationale, que tu as un site existant ou pas d'ailleurs, tu vas devoir faire un choix entre 3 techniques. La première, c'est d'avoir un domaine ciblé par pays. Si on veut entrer dans le jargon technique, c'est ce qu'on appelle les CCTLD. Donc, tu sais, c'est les .fr, .it, .es, etc. Donc, ce qu'on voit à la fin de l'adresse de ton domaine. L'avantage d'utiliser cette technique, c'est que c'est le socle technique qui envoie le signal géographique le plus fort à Google et qui est assez fort aussi au niveau de la confiance utilisateur. Par contre, il y a des vraies limites derrière et qui sont souvent des limites d'ordre financier. Effectivement, ça demande souvent des coûts de maintenance assez élevés puisque au lieu d'avoir un domaine, on va en avoir 3, 5, 10, 15 par langue et par pays. Donc ça revient assez cher. Et surtout, aussi ce qu'on peut signifier, c'est que du coup, c'est comme si tu partais d'une page blanche. C'est-à-dire qu'en termes d'autorité construite, tu vas devoir construire de l'autorité sur ton site .fr, sur ton site .it, sur ton site .es, etc. Parce que forcément, l'autorité entre domaines, elle n'est pas transmise puisque c'est bien des domaines différents et bien spécifiques aux yeux de Google. La deuxième méthodologie qui est assez fréquente, c'est l'utilisation d'un sous-domaine. Effectivement, ça présente certains avantages, certains atouts, comme la facilité de mise en place. Et surtout, ça te permet d'avoir une séparation assez claire d'un point de vue technique des versions de ton site. Donc, quand je parle de versions de site, c'est bien des langues différentes / pays différents qui sont ciblés. Par contre, effectivement, en limite, tu vas avoir une autorité de lien qui est moins bien consolidée et surtout, ça a un signal de ciblage géographique qui est un petit peu plus faible que d'utiliser des domaines spécifiques. Et ensuite, troisième solution, c'est l'utilisation des sous-répertoires. Alors oui, pareil, il y a des atouts, il y a des limites. C'est une solution qui est aussi assez répandue. Par sous-répertoire, j'entends que en fait tout est regroupé sur ton même domaine et tu vas avoir un répertoire FR, un répertoire ES, un répertoire EN, etc. en fonction du pays et de la langue. C'est une approche qui est assez privilégiée parce que pareil, ça demande pas trop de maintenance en termes techniques, quoique ça peut être un petit casse-tête avec les hreflang comme on va le voir tout à l'heure. Et surtout, ça permet d'avoir une autorité hyper consolidée au niveau du domaine principal. Mais en limite, c'est que le signal géographique est encore plus faible auprès des moteurs de recherche comme Google. Donc, si c'est mal implémenté, si tu respectes pas les bonnes règles, tu as encore plus de chances que je sais pas, tes pages anglaises ressortent sur les moteurs français, etc. Et que ce soit un petit peu le bazar. Mais quelle que soit la solution que tu utilises, que ce soit un sous-domaine ou un sous-répertoire, il va falloir que tu fasses attention à l'implémentation de ce qu'on appelle l'attribut hreflang, qui, mal géré, je le souligne, peut vite devenir un enfer, que ce soit pour tes devs ou même pour tes équipes SEO. En gros, l'attribut hreflang, c'est quoi ? C'est l'outil qui va, j'appelle ça un outil, c'est pas vraiment un outil, mais c'est un attribut qui va, dans le code, en fait, qui va indiquer à Google quelle page à afficher, à quel utilisateur selon sa langue et son pays ou sa région. Voilà.
J'espère que tu as compris, j'espère que j'ai été assez claire. Mais en gros, avec les attributs hreflang, il y a 2 grandes méthodologies d'implémentation que tu vas pouvoir retrouver. Soit une implémentation à travers des balises HTML directement dans le head de ton document de code, tout simplement, soit à travers les sitemaps XML. Pareil, il y a des atouts et des limites à chacune des méthodes. En général, moi, ce que je conseille, c'est que quand on a un site avec moins de 10 versions, on peut se permettre de faire des implémentations en format balise HTML dans le code, donc directement dans le head. C'est assez encore facile à gérer, on n'a que 10 versions, bon, on peut s'y retrouver. Par contre, quand tu as un site maxi international, je sais pas, imaginons que tu es une grande marque qui vend des voitures dans le monde entier, là, ça va devenir un petit peu plus difficile parce que potentiellement, tu vas avoir, 25 langues différentes, 25 pays. Et là, ça peut devenir quand même un petit bordel dans le code et ça peut même ralentir tes pages si c'est mal fait. Donc c'est en général pour ça qu'on passe plutôt par de l'implémentation, donc du ciblage par le sitemap XML. Encore une fois, moi je suis pas là pour te dire il faut utiliser cette solution ou pas. Je suis là pour te conseiller et t'aiguiller en fonction de tes besoins. Donc ça, c'est des discussions que tu dois avoir avec tes experts SEO ou tes expertes SEO si tu es accompagné, et des discussions en interne avec tes devs en fonction aussi de la structure technique que tu as en place sur ton site. Voilà, il peut y avoir plein de petites subtilités. Donc, je te conseille quand même de bien discuter avec tes devs avant de prendre la décision pour s'assurer que le choix que vous faites soit un choix éclairé, qui soit viable dans le temps, parce que le but, c'est de ne pas tout recommencer 6 mois après parce qu'on s'aperçoit que finalement, ça ne marche pas du tout, et qui soit le plus simple à maintenir et à gérer possible pour vous en interne, mais aussi en externe avec les différents partenaires avec qui potentiellement tu travailles. Mais en tout cas, il y a quand même certaines règles d'or au niveau de l'implémentation des attributs hreflang qu'il faut bien respecter. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps à travers des audits techniques. Mais quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps. C'est-à-dire que la règle de bidirectionnalité, souvent, n'est pas appliquée. En fait, la règle que j'énonce ici, c'est que si la page A pointe vers la page B, B doit pointer vers A. Et par page, j'entends bien l'adresse de la page que tu implémentes dans ton attribut hreflang. En gros, toutes tes pages, elles doivent avoir une correspondance dans l'autre langue, si ta stratégie est plus ou moins bien faite. Donc si A pointe vers B, B doit pointer vers A. Et vraiment, ça, les erreurs de pointage, entre guillemets, je les vois vraiment tout le temps et c'est un gros red flag. Et aussi, ton attribut hreflang, il doit être auto-référencé. C'est-à-dire que la page doit aussi pointer vers elle-même. C'est un petit peu comme une canonique, finalement. Et une autre erreur qu'on voit aussi parfois, c'est l'utilisation de codes ISO qui ne sont pas valides. Faites attention à bien utiliser des formats ISO. Je ne vais pas vous citer les formats parce que c'est un peu barbare, mais vous avez plein de docs disponibles sur Internet. Faites des recherches ou demandez à vos devs pour utiliser les bons codes ISO, pour que ce soit pour cibler la langue ou un pays spécifique. Et une erreur aussi que je vois assez fréquemment, c'est des correspondances hreflang vers des pages qui ne sont pas indexées ou qui qui ne répondent pas en code 200. Ça va créer pas mal d'erreurs et beaucoup de confusion pour Google. Et le résultat, c'est que finalement, ta stratégie SEO internationale, elle va être un petit peu bancale. Et voilà, c'est pas forcément les bonnes pages qui vont ressortir sur le bon pays, etc. Ça peut fiche un petit peu le bazar. Petite pause avant de continuer. Si ce que tu entends résonne avec tes enjeux actuels, que ce soit un manque de visibilité, des difficultés à transformer ton trafic ou un besoin de structurer ta stratégie SEO et IA, sache que tu peux échanger directement avec nous. Sur le site de Flair Agency, tu peux prendre rendez-vous gratuitement en 2 clics. Le lien est en description. Et maintenant, on reprend.
Oui, je voulais aussi, maintenant qu'on a traité ce fameux sujet des hreflang, qui peut être un petit casse-tête, franchement, je voulais faire un focus sur les stratégies multirégionales et le défi des pays multilingues. Parce que oui, c'est un sacré défi et c'est souvent là qu'on voit les plus grosses erreurs ou les plus gros pataquès. En gros, le SEO multirégional, on va l'appeler comme ça, consiste à adapter ton site à un lieu géographique spécifique, contrairement au SEO multilingue, qui lui va se contenter de proposer plusieurs langues sans distinction de zone géographique. Je vais prendre un exemple très très concret avec la Belgique. La Belgique, c'est un territoire qui dispose de 3 langues officielles. Le français, le flamand et l'allemand, je crois aussi. Mais voilà, donc ça peut être un petit casse-tête au niveau du SEO. Et en fait, la spécificité, c'est qu'on va avoir une segmentation linguistique et géographique. Parce que pour un marché comme la Belgique, tu vas devoir décider si tu cibles uniquement la langue ou la combinaison langue-pays. Par exemple, si tu es en France, donc si tu as un site pour les internautes français et un site pour les internautes belges, il va falloir que tu prennes ça en compte. Et quand on parle du ciblage par langue uniquement, pour le coup, c'est moins complexe, mais ce que tu risques, c'est de mélanger, par exemple, des utilisateurs belges et français sur les mêmes pages. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais c'est pas grave. Bah, ça dépend. En fait, ça dépend parce que potentiellement, en France et en Belgique, tu proposes exactement les mêmes services ou les mêmes produits avec les mêmes conditions de livraison, le même prix, etc., les mêmes promotions. Donc là, oui, c'est pas grave. Mais souvent, c'est pas vraiment le cas. Et en fait, c'est à partir du moment où tu vas avoir des différences, par exemple, de devises. Donc là, ça s'applique pas à la Belgique, mais tu peux avoir des différences de devises, de conditions de livraison, de prix, de promotion, etc., même de produits disponibles, qui sont pas les mêmes dans les deux pays. Ben là, ça peut devenir problématique. Donc, il faut que tu passes par un ciblage technique, j'entends, langue plus pays, qui vraiment, lui, est essentiel si tu as des contraintes donc, de monnaie, donc de devise, de législation locale aussi différente ou même de frais de port spécifiques. Donc ça, pareil, ça va se jouer sur l'implémentation technique de tes fameuses balises hreflang. Pour la Belgique, ton attribut hreflang doit être extrêmement précis pour éviter que Google ne confonde les versions de tes pages. Par exemple, une page pour les francophones de Belgique, tu vas avoir dans ton attribut hreflang 1 égale fr-be. Mais une page pour les néerlandophones, les flamands de Belgique, sera notée plutôt nl-be. Attention à bien donner les bonnes correspondances aussi. À chaque fois, je te ramène au début du podcast si tu ne sais plus ce que c'est. C'est OK. Donc, il y a un vrai piège de similarité et de cannibalisation entre les pages si tu ne fais pas attention à ces critères. C'est vraiment le risque majeur en fait dans le SEO multi-régional, c'est que Google affiche la version fr-fr de ta page à un internaute belge, ce qui va probablement dégrader son expérience utilisateur, par exemple s'il y a des mauvais tarifs de livraison, des devises incorrectes, etc. Donc la solution, c'est vraiment d'utiliser des clusters de balises bidirectionnelles. Donc si votre page FRBE renvoie vers FRFR, la page FRFR doit obligatoirement renvoyer vers la page FRBE. Oh là là, tu me suis là? C'est une sacrée gymnastique mentale. En tout cas, à dire, c'est pas évident. Et j'imagine que vu que tu m'écoutes, c'est pas forcément évident. Mais prends des notes, c'est pas grave. Et concernant les pays multimarchés, donc si le contenu vraiment est strictement identique pour plusieurs pays, par exemple en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, il est possible, sache-le, de ne spécifier plusieurs codes de pays pour une seule et même URL afin de simplifier la gestion. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où toutes les contraintes que j'ai évoquées de livraison, de services, de prix, etc., ne s'appliquent pas à ton site, à ton secteur d'activité. Donc, pour le coup, il y a quand même plusieurs pièges à éviter en SEO international. Et
un piège dont j'ai pas forcément parlé, mais que je vois quand même souvent, qui était très très à la mode à un moment, que je vois moins, faut l'avouer. Je le vois moins, en tout cas sur les sites que je gère, c'est les redirections automatiques par IP. Ça, c'est vraiment à bannir. Alors, vous savez, c'est en fait, c'est une espèce de... quand vous arrivez sur un site, le site va déterminer, selon l'emplacement de votre navigateur, donc votre adresse IP, le pays et la langue que vous utilisez. Ça, c'est hyper frustrant parce que ça marche une fois sur deux. Ça peut aussi empêcher Googlebot, qui crawl souvent, du coup, depuis les États-Unis, de voir même tes versions locales de ton site. Donc vraiment, plutôt que de mettre une redirection automatique en place par IP, privilégie, tu sais, une petite bannière avec une suggestion de langue ou la possibilité de changer de langue pour être redirigé vers le bon répertoire, le bon sous-domaine ou même le bon domaine dans le bandeau, dans ton header par exemple. Franchement, c'est beaucoup plus fiable. Ne t'embête pas. Oui, ça fait faire une action à l'internaute, mais ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fiable. Le piège sur lequel je vais encore insister, c'est le piège du même langage, entre guillemets. Le français de France et le français de Belgique et le français de Suisse présentent peut-être quelques nuances dans la façon dont vont s'exprimer les internautes à travers leurs requêtes sur les barres de recherche. Donc d'où vraiment l'intérêt de bien faire une étude sémantique ciblée par langue et par pays, comme je te le disais. Ça te permettra aussi d'identifier tes concurrents sur une géographie précise, ce qui est toujours sympa parce que c'est pas forcément les mêmes qu'en France, par exemple, si tu cibles la Belgique. Et une troisième erreur sur laquelle j'aime bien appuyer aussi parce que je le vois souvent. En général, on traduit. On traduit son site, le contenu textuel est bien traduit, mais par contre, le contenu visuel n'est pas toujours traduit. Sache que des images ou des vidéos, déjà culturellement, en fonction des cultures, elles peuvent être perçues comme inappropriées, elles peuvent être incomprises. Donc ça, il faut bien faire attention aussi en fonction des pays que tu cibles, etc., de bien s'adapter à la culture locale. Ça me paraît être une évidence, mais je me permets de le rappeler ici. Et surtout, si tes images sont pas traduites, ça va pas forcément créer des gros soucis de référencement, c'est pas ça le point, mais d'un point de vue utilisateur, c'est pas top quand même. Franchement, d'avoir un mélange sur une même page de langues différentes, ça fait un peu travail fait à l'arrache et à la va-vite. Ce n'est pas vraiment prendre le temps de considérer ses prospects. Donc c'est quelque chose à proscrire. Et pour le coup, c'est quelque chose que je vois souvent. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Si le sujet t'a plu, pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux où l'on partage régulièrement des analyses SEO, des retours d'expérience et même les coulisses de l'agence. LinkedIn, YouTube, Twitch, tous les liens sont en description de cet épisode. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode du SEO Show.